Commencer avec les experts de l'assurance et les formateurs. Donc, on va commencer avec cette première table ronde avec Isabelle Sonneville et puis Marc Bruschi. Alors, Isabelle Sonneville est Chief Transformation Officer de AXA Group Opération. Alors, AXA Group Opération, c'est la division d'AXA qui couvre pour le groupe l'IT, l'innovation technologique, la sécurité, les achats et également les opérations offshore en Inde et au Maroc et je crois également l'immobilier. Donc voilà, c'est assez large et Isabelle est en charge des RH, du change management, donc on va beaucoup parler de ces sujets-là, mais également de la RSE, de la communication et de l'immobilier. Et Isabelle, vous avez été également DRH d'AXA en Belgique avant cela et encore avant DRH de Swiss Life en Belgique et en France. Donc on peut dire que vous êtes une DRH, une serial DRH, voilà, un bon concentré de compétences sur la RH. C'est pour ça qu'on démarre avec vous. Et puis, on a fait un duo avec Marc Bruschi, qui est donc, alors lui, côté plutôt formation, puisqu'il est directeur de l'Institut des assurances d'Aix-Marseille, professeur aussi à l'Université d'Aix-Marseille et également avocat au barreau, toujours à Marseille. Et il est avec nous de Marseille. Donc, Isabelle et Marc, un grand merci pour ouvrir ce club. J'aurais une première question pour vous assez simple qui est finalement en quelques mots, quels sont les métiers en tension aujourd'hui dans l'assurance? Et Isabelle, on va commencer avec vous. Oui, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors, en effet, quels sont les métiers en tension? Actuellement, je peux plus témoigner des métiers en tension au niveau de la tech, mais néanmoins, quand on regarde au niveau d'AXA, on constate qu'il y a trois types de métiers en tension. Évidemment, des métiers autour de l'assurance, comme les métiers de la souscription, tant en non-vie qu'en vie d'ailleurs, et c'est notamment lié à la couverture de nouveaux risques comme la cyberassurance ou la couverture pour les investissements dans les énergies renouvelables. On voit aussi en santé qu'on a besoin de spécialistes souscription et notamment des professionnels de la médecine, des médecins, des pharmaciens. Et évidemment, ces besoins-là vont se répercuter au niveau du développement des produits, mais également autour des métiers de l'expérience client, donc le multi-accès. Alors ça, c'est pour la partie assurance. Également, métier en tension au niveau de la tech. Alors là, je vais vous en citer quelques-uns parce qu'on a très récemment fait une étude. Alors, ça va des architectes aux spécialistes de la sécurité, aux business analysts, aux software engineers, ce qui n'est d'ailleurs pas nouveau. Également, tous les métiers du cloud sont extrêmement recherchés en tension et sans oublier, plus que jamais actuellement, les métiers autour de l'intelligence artificielle et de la data. Et ensuite, il y a un troisième métier qui est un petit peu à l'intersection entre les deux. Ce sont les métiers qui sont liés à l'évolution de la réglementation. Parce que qui dit intelligence artificielle dit data, dit également réglementation de plus en plus nombreuse. Il y a énormément qui est dans les tiroirs, même si pas encore directement applicable. Et donc là, pour donner quelques exemples, les spécialistes de la protection des données, les spécialistes de la compliance sont également des métiers en tension, en tout cas de mon expérience. Très bien. Merci beaucoup. Alors Marc, est-ce qu'il y a d'autres métiers que vous voyez en tension sur lesquels vous avez eu des demandes côté là, avec votre casquette directeur de l'Institut des Alors, d'abord, assurances? je rebondis sur ce que vient de dire Isabelle. Tous les métiers de la réglementation, évidemment, sur ces questions de nouvelles technologies, sont très, très demandés. Et comme je suis un institut qui forme des masters en droit de l'assurance ou en droit de l'indemnisation, qui sont exclusivement en alternance. Je vois donc remonter, évidemment, les demandes de jeunes apprentis qui sont en formation encore. Ils ne sont pas encore toujours, évidemment, opérationnels, mais ils se forment plutôt en droit de l'assurance, mais ils sont demandés déjà par des entreprises qui, autrefois, évidemment, n'apparaissaient pas dans les demandes de master, de stage ou d'alternance, qui sont des startups qui ont besoin d'étudiants pour épauler dans les services souscription ou gestion de sinistres, qui travaillent avec des nouveaux logiciels, qui travaillent avec des nouvelles technologies, avec le digital,
qui peut-être ne les maîtrisent pas encore d'un point de vue technologique, et ce ne sont pas des programmateurs, ce sont des juristes hein, avant tout, mais qui sont demandés déjà en apprentissage pour travailler, pour être opérationnel et faire suivre la vie d'un contrat et la gestion d'une relation client classique en assurance, mais via les nouvelles technologies et via des nouvelles sociétés qui ont besoin aussi de 109 pour se lancer. Très bien, alors on voit, hein, il y a besoin de ces compétences tech. Ce sont des compétences en plus, hein, on ne l'a pas encore dit, mais qui se périment quand même de plus en plus. Donc il y a besoin de maintenir des niveaux de compétences efficaces dans les entreprises. Et du coup, on parle de plus en plus, alors à l'américaine, on dirait lifelong learning, hein, d'apprentissage en continu au sein des entreprises. Isabelle, est-ce que vous pouvez nous partager des best practices chez AXA pour avoir toujours les bonnes compétences et éviter les fossés de compétences entre les gens qu'on a dans l'entreprise et les compétences dont on a besoin? Oui, alors en tout cas, au sein d'AXA, on distingue trois niveaux. Il y a d'une part les experts, donc j'ai cité un certain nombre de métiers, donc ceux qui ont cette expertise fine et qui ont certaines attentes en termes de formation. Puis vous avez un peu une catégorie intermédiaire qui travaille avec ces métiers, qui doit maîtriser suffisamment cette expertise. Et puis vous avez l'ensemble de l'entreprise. Et à chaque niveau correspond à un parcours de formation dédié. Alors, pour parler des experts, qu'apprécient les experts? Bien entendu, des académies, mais je dirais aussi des métiers qui sont valorisés sur le CV. Par exemple, les certifications, qu'elles soient faites en entreprise, mais aussi en dehors de l'entreprise, avec notamment des universités, c'est clairement quelque chose de recherché et d'apprécié. Alors, on a pléthore de formations en ligne, plateformes et autres, mais ce qui est également important pour ces experts, c'est les échanges entre pairs. Donc, pouvoir échanger sur des situations concrètes et apprendre l'un de l'autre. Donc, ça, c'est pour le niveau d'expertise. Et ensuite, pour les niveaux suivants, ce qui manque souvent à la formation, c'est le temps. Et donc, pour qu'une formation fonctionne, il faut qu'elle soit attractive, courte et j'ai même envie de dire ludique. Et qui dit courte et ludique dit ce qu'on appelle des nuggets, donc des moments de formation qui ne dépassent certainement pas 1 heure, hein, c'est plus une demi-heure qu'1 heure, et qui a une taille pour être accessible au plus grand nombre et pour donner envie. Et ça, on trouve encore toujours une demi-heure, 3/4 d'heure dans l'agenda, on trouve plus difficilement 3 heures en ligne. Donc voilà, et puis cette notion de partager entre pairs, donc le mentoring a également beaucoup de succès. Donc ces experts qui se sentent également valorisés par le fait de transmettre leurs connaissances, et pour les collaborateurs, pouvoir mettre ceci en pratique. Donc on leur explique qu'est-ce que ça signifie pour eux dans leur job au quotidien, qu'est-ce qui change en raison de ces nouvelles technologies. Voilà en quelques mots un peu les orientations qu'on a prises pour essayer de rencontrer les attentes de ces 3 niveaux. D'accord, donc c'est vraiment comme ça que vous évitez les fossés de compétences qu'on peut voir dans certaines entreprises. Alors, pour revenir sur le titre, qui était un peu, comme disait Eric, qui était un peu, voilà, provocateur, le terme est peut-être un peu fort, mais voilà, est-ce qu'on parle vraiment d'un nouvel Eldorado? Une question, et on va commencer par Marc, sur l'attractivité de l'assurance. Est-ce que vous, de votre côté, vous voyez de plus en plus de postulants par exemple, sur la partie Institut des assurances, ou même de par vos différentes interactions avec le marché? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est la tendance, si c'est quelque chose qui se vérifie? Alors, l'attractivité des assurances vis-à-vis des étudiants en droit n'est pas facile et n'est pas simple. On sait que l'assurance souffre d'un déficit d'image et que nos étudiants n'ont pas de culture juridique financière pour la plupart et ont une image très, très faible, voire inexistante de l'assurance. Donc, il faut vraiment partir de quasiment zéro face à des jeunes de 18-20 ans pour les attirer vers l'assurance. Alors, là où les nouvelles technologies sont évidemment attractives, c'est qu'évidemment, actuellement, je m'adresse à des étudiants qui sont nés au XXIe siècle et qui sont nés avec le digital, qui sont nés déjà avec ces nouvelles technologies et dont l'attractivité, on va dire, via notamment les applications, les téléphones, etc., est naturelle. Et donc, quand ils découvrent par eux-mêmes ou
par le biais de notre institut, que les nouvelles technologies sont au service, en premier lieu, des assurances et qu'il y a des applications et qu'il y a des métiers et qu'il y a des débouchés, évidemment qu'ils sont plus séduits que par l'assurance, on va dire, plus ancienne et plus traditionnelle. Et donc, on voit par exemple que les startups qui cherchent des apprentis n'ont pas de mal à en trouver, que beaucoup de candidatures sont déposées. Et donc, on voit bien que là, c'est une manière d'attirer évidemment des étudiants. Nous faisons aussi attention à présenter des nouveaux métiers. Et nous demandons à des data scientists, à des nouveaux métiers, des nouveaux chefs d'entreprise dans des startups, de présenter leur travail, même si ce sont des juristes, c'est une manière aussi de rendre attractifs des métiers, une nouvelle manière de travailler. D'ailleurs, souvent, ces personnes venues de la tech ne viennent pas des assurances. Ils y sont arrivés presque aussi par accident ou par hasard, et ils mettent à profit leurs compétences au profit des assurances, en particulier dans les domaines plus mathématiques et technologiques. Ensuite, les étudiants eh bien, sont attirés, comme toujours, par l'expérience concrète, par les stages, par l'alternance. Et là, ils découvrent des métiers qui font appel à de multiples compétences, pas simplement évidemment le droit, mais la relation client, le commerce, l'économie d'assurance, des aspects d'actuariat aussi. Et il commence à évidemment connecter que le monde de l'assurance fait appel à de nombreuses compétences et que tout le monde peut y trouver sa place. Et ça aussi, ça les intéresse parce qu'ils voient l'aspect collectif, l'aspect beaucoup plus grand que la vision un peu passéiste et mauvaise que renvoient les médias et que renvoie malheureusement notre culture française qui n'est pas toujours très affable avec l'assurance. D'accord, très bien. Donc, je comprends qu'on est dans la bonne direction, mais il y a encore un peu de travail. Écoutez, pour finir cette table ronde, j'aurais voulu qu'on se projette un peu plus sur le futur. Alors, justement, en parlant des médias, on entend quand même beaucoup de choses aujourd'hui sur la tech et notamment sur tout ce qui est intelligence artificielle générative. Donc, par rapport à ça, j'aimerais bien vous entendre sur, selon vous, quel est l'impact de la tech sur le futur du travail et comment vous essayez d'anticiper ça. Isabelle, peut-être pour commencer. Oui. Alors, effectivement, on n'a jamais autant entendu parler d'intelligence artificielle et pas mal d'entreprises préparent leur plan stratégique et je dirais que l'intelligence artificielle touche tous les domaines d'activité, pour ainsi dire. Alors, plus concrètement, dans le domaine de l'assurance, mais clairement, on voit déjà des changements majeurs. Pour vous donner deux exemples, la détection de la fraude en assurance, clairement, fait usage de l'intelligence artificielle, ce qui permet de détecter les fraudeurs bien mieux qu'avant. Un autre exemple, c'est la capacité que nous commençons à avoir d'identifier dans les multiples polices d'assurance, les conditions générales et les conditions particulières, quelles sont les couvertures d'un. Ah, on a perdu Isabelle, il me semble. Dire pour une personne en particulier quelle est la couverture exacte, même une police qui date d'il y a 20 ans, en quelque sorte. Donc, on voit clairement que ça a un impact tout à fait majeur, sans parler de ce qu'on appelle les grands modèles de langage, LLM en anglais, avec, on connaissait la correction automatique d'orthographe et la traduction en ligne, mais depuis lors, on peut générer du texte, des images, des synthèses, et ce n'est que le début de ce qu'on peut voir. On a parlé ces derniers mois énormément de ChatGPT, et bien entendu, ça pose question, les applications dans notre entreprise, et le risque de disparition de certains métiers est évident, mais également la création de nouveaux métiers. Donc là, pour moi, la question qui se pose, c'est la vitesse. À quelle vitesse est-ce qu'on va voir cette mutation s'opérer? Juste pour terminer, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu voir l'upgrade de Microsoft qui s'appelle Copilot. Bien, je vous invite à jeter un œil. C'est assez impressionnant et ça donne déjà une idée de ce qui est en train de se passer et la vitesse à laquelle ça pourrait nous impacter. Oui, tout à fait. Marc, de votre côté, comment, voilà, votre perception du futur de l'assurance et de l'impact de la tech dessus?
Eh bien, écoutez, vous savez que l'une des qualités assez méconnues, dirais-je, quand même, du juriste, c'est d'être imaginatif. Le droit est prospectif et contrairement à ce qu'on croit, les juristes ne sont pas des hommes du passé qui apprennent par cœur des lois qui sont déjà dépassées à peine lorsqu'elles sont publiées, mais nous essayons au contraire d'anticiper les évolutions et de prévoir le droit futur. Et sur ces questions, évidemment, d'irruption des nouvelles technologies, notamment d'intelligence artificielle, je crois qu'on essaie quand même au mieux de les anticiper. D'abord, dans deux domaines. Le premier, c'est celui de la justice prédictive et la possibilité, grâce à l'intelligence artificielle, d'anticiper notamment l'indemnisation des préjudices corporels et d'avoir des outils au service des juges, des avocats, des juristes d'assurance pour quand même rendre plus égalitaire et prévisible l'évaluation des différents postes de préjudice corporel. On voit déjà des grandes avancées pour la pratique, même si le gouvernement a fait l'année dernière marche arrière sur le décret DataJust et sur les outils justement juridiques, mais il n'empêche que les programmateurs et la réflexion juridique sont déjà là et utilisent au mieux déjà, vous voyez, ces outils qui vont modifier complètement quand même un très grand pan de la justice et notamment de la réparation du dommage corporel des victimes. Donc ça, c'est un champ immense en termes également évidemment d'impact financier. Et le deuxième exemple que je pourrais vous citer, c'est aussi celui que nous avons essayé de mettre en place, et je crois qu'on a été un des premiers instituts, en tout cas un des premiers diplômes à le faire, c'est à proposer des formations innovantes sur les véhicules autonomes et sur les questions d'assurance. On a été labellisé Nouvelle Mobilité par le ministère des Transports. On a tout de suite été appuyé par les experts automobiles et nous proposons, alors aux étudiants, mais surtout là aux professionnels dans le cadre de ce qu'on voyait tout à l'heure en termes de formation continue et d'adaptation aux nouvelles offres de formation, la possibilité sur des formations courtes, à distance également, d'apprendre tous les sorts et tout le développement qui est très rapide aussi, et de l'assurance des véhicules autonomes ou des véhicules à délégation de conduite. Et on voit bien à travers ces deux exemples que le droit, vous voyez, que les formations, en tout cas juridiques, ont tout intérêt à anticiper l'avenir et que l'avenir est toujours plein de promesses et très riche. Au contraire, on est impatient, vous voyez, d'imaginer le nouveau droit qui va permettre de faire évoluer ces grandes matières que sont, par exemple, le droit des accidents de la circulation et l'assurance automobile, hein, qui sont des grandes branches de l'assurance. Très bien. Bah, écoutez, un immense merci à vous, Marc, et à Isabelle. On voit qu'il y a bien des métiers en tension sur la tech, qu'on a besoin de monter en compétence sur la tech. Alors, on va consommer des nuggets, hein, j'ai bien retenu Isabelle, mais on va avoir besoin aussi de beaucoup plus se staffer sur ces profils-là. Et du coup, ça fait la bonne transition avec notre prochaine table ronde sur les pionniers. Donc, merci beaucoup, Isabelle et Marc. Et je vous invite à rester avec nous pour cette table ronde sur les pionniers. Et vous allez voir qu'on a donc des profils tech qui ont déjà fait ce mouvement d'aller vers l'assurance et on va voir leurs témoignages. Alors, je passe la parole à Christophe Bourguigna, qui est DG de Zelros, hein, qui est au comité de pilotage de ce club et qui a préparé cette table ronde. Donc, Christophe, the floor is yours. Eh ben, merci Nathalie et merci pour cette belle présentation introductive Isabelle et Marc. Donc effectivement, j'ai le plaisir dans la séquence suivante d'accueillir 4 pionniers, 4 acteurs qui vivent au jour le jour la tech dans l'assurance, chacun dans leurs organisations respectives. Donc je serai accompagné de Aymeric Larose, qui est architecte technique chez Plus Simple, Sébastien Tautou, VP Information Technology chez Wacom, Sandrine M, Analytics Manager chez BNP Paribas Cardiff et Marc Julliard, directeur du Data Hub en charge de la stratégie Data et Programme IA chez SG Assurance. Juste un chiffre avant de leur donner la parole. 1200, c'est le nombre de recrutements profil tech et data chez AXA France en 2023, dont 550 en CDI. Donc ça illustre bien la tendance
hausse massive de recrutement tech et on va en savoir un petit peu plus tout de suite avec nos pionniers. Peut-être Sandrine, pour commencer, je te laisse la parole si tu veux bien te présenter rapidement, nous expliquer dans quel environnement tech et dans quelle équipe tu gravites, quels sont les métiers qui t'entourent et première question, quels sont voilà, les métiers sous tension ou les métiers à venir selon toi dans ton organisation? Merci Christophe. Donc, je suis Sandrine M. Je suis Analytics Manager chez BNP Paribas Cardiff. Alors, de formation ingénieur en informatique au départ, mon parcours, il est en fait 100% assurance et 100% centré sur la transformation. Alors, la transformation, depuis 3 ans, je l'applique dans le secteur de l'intelligence artificielle puisque j'ai rejoint l'équipe Corporate Analytics qui est composée d'une vingtaine de data scientists et d'analytics managers. Nous sommes là pour porter la vision de BNP Paribas Cardiff autour de l'intelligence artificielle, la stratégie, la gouvernance, pour mettre en œuvre des solutions industrielles au service de nos partenaires, de nos clients, et soutenir les équipes locales de nos différentes implantations, puisque BNP Paribas Cardiff est implanté en France, en Europe, en Amérique latine et en Asie. Et donc, c'est aussi notre mission que de les accompagner, les soutenir et mettre à leur disposition des facilitateurs humains, tech, du setup technologique, etc. Plus personnellement, dans cette équipe, j'anime la communauté mondiale des experts de l'intelligence artificielle de BNP Paribas Cardiff. Donc, ce sont des analytics managers comme moi dans les implantations locales. Ce sont des data scientists, c'est des chief analytics officers, donc responsables locaux, régionaux de cette transformation, mais aussi tout l'écosystème qui gravite autour, puisque on ne fait pas de l'IA tout seul pour que ça prenne corps dans l'entreprise. Et je m'occupe également du suivi des indicateurs stratégiques autour de notre roadmap de transformation. Et en particulier, en rapport avec le thème d'aujourd'hui, je porte le programme de formation Analytics Manager Academy qu'on a développé avec l'école polytechnique pour justement développer la compréhension fine de ce que c'est que l'intelligence artificielle et de tout ce qu'on peut faire avec et de ce qu'on ne peut pas faire avec, puisque l'IA peut être partout, mais pas n'importe où et pas n'importe comment. Donc, avec cette prise de fonction, j'ai moi aussi suivi cette formation et cette certification en data science. En termes de métiers en tension, vous l'avez entendu tant dans notre équipe que dans les métiers qu'on peut retrouver au sein de notre communauté internationale. Il y a majoritairement 2 types de métiers ou 2 types de fonctions. Les data scientists, et là, oui, il peut y avoir de la tension dès qu'on cherche des profils spécifiques. Et les analytics managers, pour le coup, qui vont être des personnes qui peuvent venir d'un petit peu partout et qui vont venir à ce domaine pour apporter leur connaissance de l'organisation et de l'entreprise. Donc, sur les métiers particulièrement en tension, on va avoir en particulier dans les profils vraiment de l'état de l'art, particulièrement en deep learning, puisqu'on est très actif sur la computer vision et sur le natural language processing. Et là, on n'hésite pas à aller chercher en dehors de l'assurance pour pouvoir trouver les bons profils. Merci, merci Sandrine. On parlera un peu plus tard de la partie plus développement architecture. Pour rester sur la data et l'IA que tu as évoqué, peut-être Marc de SG Assurance, peux-tu nous dire voilà, dans quel environnement est-ce que tu travailles, et pareil, est-ce qu'il y a dans ce bestiaire de métiers qu'on va évoquer des métiers particulièrement recherchés actuellement, Marc? Alors oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis actuaire de formation. Donc, j'ai toujours baigné dans le monde de l'assurance, avec une formation plutôt gestion des risques à la base, donc plus mathématiques qu'informatique initialement. J'ai rejoint l'ASG il y a maintenant 7 ans, qui lançait justement son programme Data et IA. Alors, le Hub, on a 3 vocations au sein de Société Générale Assurance. Déjà, il va y avoir tout un rôle sur la partie data lake. C'est à la fois l'alimentation, l'administration et la gestion des usages sur le lake.
mais c'est aussi de plus en plus, parce qu'on est parti sur une approche qui était centralisée au départ, que maintenant on est en train d'ouvrir un petit peu le système pour permettre aux différents data analysts de pouvoir aussi explorer toute cette donnée et créer leurs propres usages avec le lake. Donc il y a aussi assurer la mise en place des enablers, qui soient techniques ou de gouvernance, pour permettre à ces data analysts de s'en servir. Donc on a un petit peu un rôle de coordination justement pour s'assurer que toutes ces briques-là, parce que ce n'est pas juste une seule direction qui peut créer ça. Il y a énormément de travail avec la DSI, énormément de travail avec le DPO également, pour s'assurer que ces enablers ils sont bien présents. Donc ça, c'est une première partie du rôle de la direction. Le deuxième, ça va être sur la partie intelligence artificielle, alors à la fois sur la partie connaissance client et la partie efficacité, la partie efficacité opérationnelle. Donc là, le rôle, il est assez simple, hein. On construit des API d'IA qu'on déploie dans le SI, et ensuite les métiers peuvent venir s'en servir, soit pour améliorer la rétention ou la vente de produits, ou alors pour simplifier le traitement des dossiers au quotidien. Et ensuite, on a un troisième rôle qu'on co-réalise avec la DSI. Nous, on a une particularité, on a construit notre propre plateforme de data science en interne. On n'a pas acheté des solutions de logiciels, parce qu'on avait les bons people en interne et on avait déjà un certain nombre de briques. Et donc, avec la DSI, on construit, on administre, on fait vivre cette plateforme pour les data scientists dans un premier temps. Puis là, on est en train de voir comment l'ouvrir à des populations un peu plus larges de data analystes. Ça fait qu'on a une population de spécialistes de la data qui est très large, parce qu'on va avoir des data engineers, beaucoup de data engineers, hein, 50% des effectifs du hub, c'est du data engineer, notamment à cause dû à la partie data lake. On va avoir du data scientist et du data analyst, ça c'est environ 30-40%. Et puis après, des couches de management data, donc du PO data et du chef de projet data IA. Et puis aussi du MLOps et de l'architecte data. Donc, on a un bon spectre. On n'a pas de data steward, data citizen, ce genre de profil pour l'instant. Mais on a quasiment tout type de techniciens de la data chez nous. En termes de métiers en tension, alors j'ai envie de dire, tous ces profils sont en tension. Maintenant, je mettrai quand même une petite gradation. Sur du profil junior, pas beaucoup de tension. Enfin, la tension est plus faible. On trouve quand même du data scientist junior encore assez facilement. Là où ça devient plus compliqué, c'est lorsqu'on va monter en seniorité. C'est-à-dire que lorsqu'on va aller chercher du profil qui a du 4-5 ans, qui sait coder, qui sait gérer un projet, qui sait comprendre le métier, qui sait gérer un portefeuille de projet, là, ça devient un peu le mouton à 5 pattes et c'est un peu compliqué à trouver. Là aussi où c'est très compliqué, c'est tous les PO data lake, parce qu'on va chercher des gens qui sont en capacité à comprendre le métier de l'assurance, parler avec un business, parler avec de l'IT. Et il faut qu'ils aient un background d'assurance, parce que sinon c'est compliqué. Donc le nombre de candidats est assez faible. Et puis il y a un domaine qui pour moi est en énorme tension, c'est tout ce qui est architecte data, MLOps, DataOps, où là c'est nouveau. Donc il y a peu de profils. C'est extrêmement important. La mise en prod, la valeur, ça passe quand même par ce genre de personnes. L'accélération, elle passe par ce genre de personnes, donc ils sont extrêmement recherchés. Et ce sont des profils ultra tech, et on doit réussir à leur trouver une place dans des compagnies où nous, on est plus quand même orienté business quand même à la base. Donc ça, c'est très compliqué d'aller les chercher et de les conserver. Merci Marc pour ton témoignage. Donc effectivement, tu citais également l'IT, les développeurs. Alors on va continuer dans le spectre des métiers tech. Peut-être Aymeric, alors non seulement organisation plus ramassée et plus petite, hein, chez Plus Simple, et puis toi ton background et ta vision plus développeur et développement logiciel, ravi de t'entendre également sur comment est constituée ton équipe et quel métier recherches-tu? Oui, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Aymeric, donc je suis à Plus Simple depuis la création de la société. Aujourd'hui, j'ai un rôle d'architecte technique au sein de l'équipe. Je suis pas du tout issu du monde de l'assurance. Moi je suis développeur de formation, et aujourd'hui, on va dire qu'on opère dans une équipe qui fait 20-25 personnes, avec un peu tout type de profil. Ça va de data scientist à des rôles plus proches du web marketing, jusqu'à des rôles de développeurs et comment dire, de DevOps.
et plus l'architecte lié à la mise en production. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, au niveau de l'assurance, on voit que tout le spectre technique, en fait, est un petit peu en tension avec, comme le disait très justement Marc, les postes qui vont nécessiter un petit peu plus d'expérience sont beaucoup plus en tension que les autres. On arrive à trouver encore des profils juniors, mais c'est vrai que quand on a besoin de profils tels que des DevOps, où en général il y a besoin d'un petit peu d'expérience, ou des profils liés à des technologies peut-être un peu plus récentes, comme des architectes un peu plus front. C'est des technologies qui sont qui ont beaucoup évolué ces 10 dernières années, et trouver des gens avec de l'expérience dessus, c'est un peu compliqué. Et je dirais qu'en général, toutes les technologies qui ont beaucoup évolué ces dernières années, pour trouver des gens avec de l'expérience, vu qu'on est sur des technologies assez récentes ou qui ont beaucoup évolué, c'est beaucoup plus compliqué à trouver comme profil. Donc, voilà pour ma part. D'accord, eh ben, super intéressant. Sébastien, de ton côté, donc de Wacam, pareil, même question. Et puis ensuite, peut-être pour passer aux questions d'après, quel est voilà, ton petit plus ou le différenciateur, ou qu'est-ce qui fait que l'assurance, selon toi, est particulièrement attractive pour les métiers tech? Yes, bonjour à tous déjà. Je me présente très rapidement. Donc moi, effectivement, je suis dans l'assurance depuis peu de temps, depuis maintenant 4 ans au sein de Wacam, même si j'ai eu l'occasion dans le passé en tant que consultant pendant plusieurs années d'accompagner les grandes structures dans le domaine des services financiers. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on réussit, malgré la pénurie de talent, à attirer des techs, en particulier chez Wacam? Alors peut-être que ça va m'obliger en quelques mots à rappeler ou expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Wacam quelle est la particularité de notre business model. On est une scale-up qui travaille en B2B2C, c'est-à-dire qu'on vend nos produits d'assurance auprès d'un échantillon, d'un panel de distributeurs qui font la vente des produits pour le compte de Wacam. Donc on est une marque qui n'est pas connue du grand public, et c'est vrai que quand on s'adresse finalement à des talents potentiels, ce n'est pas une marque qui parle autant que les grands de l'assurance ou les grands des services financiers. Mais ce qui fait finalement qui crée l'intérêt des personnes à qui on s'adresse et qui décident de rejoindre l'aventure de Wacam, c'est d'une part que ce modèle B2B2C, il a été depuis à l'origine auprès de Wacam fondé sur un paradigme, j'ai envie de dire, qui est que la technologie, le digital, supporte ce modèle d'affaires de manière assez intime. Donc, on met à disposition de notre écosystème partenaire des produits digitaux, des services digitaux. Et ça, depuis finalement l'avènement de la société, c'est une société qui a été vraiment fondée sur une empreinte technologique très, très forte. Et donc, quand on leur expose ce modèle d'affaires et qu'ils voient l'ensemble des services digitaux qu'on fournit à nos partenaires distributeurs, ils comprennent que la structure, elle s'appuie sur ce vecteur digital de manière intense et que la technologie fait partie de la stratégie de développement de la société. Donc, on est vraiment en prise déjà avec le développement stratégique et complètement partie prenante finalement de la stratégie de développement. Donc, l'ensemble des investissements sont aussi tournés vers la tech chez Wacam. En termes d'ordre de grandeur, aujourd'hui, l'équipe tech chez Wacam, c'est à peu près, ça sera d'ici quelques mois à peu près 60 à 70 personnes en fonction du rythme de recrutement qui sont prévus cette année. C'est une équipe qui a doublé de taille en l'espace de quasiment 2 ans. Et on a fait le choix d'investir en interne aussi autour de profils qui permettent de construire la valeur en interne. Donc, l'actif technologique nous appartient. Il est fait à façon, de manière sur mesure finalement, tout comme nos produits d'assurance sont créés sur mesure pour nos partenaires. On a les plateformes technologiques qui ont été créées sur mesure. Et donc pour ça, on a eu besoin et on continue à avoir besoin d'accueillir des profils développeurs, des product owners. On travaille vraiment dans un contexte très agile, très véloce. Donc, on a déployé des méthodes de fabrication logicielle sur une chaîne de fabrication très dynamique, donc des product owners. On a aussi évidemment des ingénieurs de production, des gens qui aident à déployer. Alors, massivement sur le cloud, on a fait un choix délibéré dès le démarrage de l'activité chez Wacam de s'appuyer exclusivement sur les infrastructures de cloud des principaux cloud providers.
Donc, les profils type DevOps, typiquement, et là je rejoins ce qui a été dit jusqu'avant, vraiment très important pour livrer la valeur à nos métiers jusqu'à la production. Ça fait partie aussi des ressources sous tension, et en particulier les profils les plus seniors. La donnée, évidemment. Alors, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent. Là, je parlais beaucoup de l'aspect digital, mais la donnée est une constituante essentielle de la technologie chez Wacom, puisque effectivement, on est avant tout assureur. Donc, un assureur sans données, on le sait bien, ne fait pas grand-chose. Donc, là aussi, on a fait le choix d'investir sur les technologies modernes et parfois qui sont un challenge finalement pour trouver des meilleurs profils, type data engineer. Nous, on cherche avant tout des profils data qui sont capables de travailler la donnée comme du code. C'est-à-dire que les frontières entre le software engineer et le data engineer ou le data scientist sont en train de se mêler de plus en plus. Il y a un rapprochement assez évident en termes de skill set. Donc, les modalités de construction des pipelines de données, typiquement, elles doivent hériter des mêmes standards de développement qu'une plateforme digitale ou un front, comme le disait Émeric, un front qu'on peut mettre à disposition d'un écosystème externe sur Internet. Les ressources autour de la sécurité, la cyber, sont évidemment aussi sous tension. Ça, on voit, trouver l'expertise n'est pas toujours évident, d'autant que l'ensemble des sujets de conformité qui nous attendent, qui sont déjà les nôtres, qu'on connaît, mais qui nous attendent aussi, je pense aux sujets autour de la résilience des systèmes d'information, etc., vont accroître les besoins en termes d'expertise sur les sujets d'IT security. Alors, autre élément différenciateur, finalement, par rapport à la façon d'attirer les talents, en tout cas chez Wacom, au-delà du fait que c'est, comme je l'expliquais, la technologie au cœur de notre stratégie de développement et qu'on est en forte croissance, y compris sur les effectifs tech, c'est aussi leur donner un peu plus de sens autour du why. Et pourquoi rejoindre finalement une société comme une société d'assurance comme Wacom. Alors, je vais être très bref, mais juste pour donner une illustration et essayer de le concrétiser autour d'un positionnement stratégique qu'a adopté Wacom maintenant il y a 2 ans, offert par la loi Pacte. Wacom est entreprise à mission. Fait partie des quelques entreprises en France dans le domaine de l'assurance qui ont fait ce choix. Donc, c'est inscrit dans les statuts d'entreprise. Et ça permet au fait de repositionner l'assurance là où elle doit être, c'est-à-dire à la fois impactante et transparente. Ça, c'est notre raison d'être que je viens de décrire en quelques mots. Et quand on explique quel est ce projet finalement aux futurs recrutés, je pense que c'est quelque chose qui résonne puisque ça vient contrecarrer les idées reçues finalement sur ce qu'est l'assurance. On a du mal à comprendre si on est couvert. Finalement, l'assureur n'est jamais là quand on en a besoin. Justement, on prend le contre-pied avec cette statut d'entreprise à mission. Alors, je pourrais égrener l'ensemble des leviers de transformation qui sont sous-jacents. J'en prendrai juste un exemple, qui est qu'on a adopté désormais pour l'ensemble des nouveaux produits d'assurance qu'on n'est pas auprès de notre écosystème, on a systématiquement mis en place ce qu'on appelle le langage clair, qui est une façon finalement très simple de traduire les fameuses kilomètres de ligne en police caractère 2, les traduire de manière simple en langage naturel pour avoir quelque chose de complètement lisible par l'assuré final. Et ça, c'est inscrit dans nos gènes maintenant. Donc, tout nouveau produit, on le déploie sur cette modalité de langage clair. Enfin, ça, c'est vrai que ça aide nos candidats à se projeter finalement sur l'intérêt de rejoindre une entreprise. Tout à fait. Je pense que le sens, le why, comme tu disais, est de plus en plus recherché par les employés. Alors, quand on est une marque très connue, l'assurance, côté pile, côté face de l'assurance, peut-être chez SG Assurance et chez BNP Cardiff, quel est le plus également chez vous. On peut peut-être commenter par Sandrine. Quelle différence et quel différenciateur chez BNP Paribas Cardiff? Alors, la mission, le sens, c'est vraiment des choses qui sont essentielles et qui sont très regardées par nos candidats. Alors là, je vois en particulier les candidats tech, mais c'est finalement partagé, quel que soit le type de recrutement, finalement. Et donc, il y a des gros efforts qui sont mis sur ce qu'on va appeler notre marque employeur pour ce qu'on fait, le faire savoir. Parce que finalement, ça contribue vraiment à faire connaître notre entreprise pour ses valeurs et pour ses engagements.
Alors, les engagements, ça peut être quoi? Par exemple, notre mission de rendre l'assurance plus accessible. On va avoir aussi la notion de clarté, de réduire les exclusions, d'élargir les couvertures, de couvrir des pathologies qui ne le sont pas forcément toujours, plus accessible aussi en termes de canaux de contact. Enfin, voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont vraiment au cœur de nos convictions. Plus précisément dans notre domaine de l'intelligence artificielle, finalement, on fait venir nos talents aussi parce qu'ils sentent qu'ils vont pouvoir avoir un impact sur la satisfaction client. L'assurance, c'est quand même le produit qu'on utilise dans les pires moments de sa vie, quoi. Donc, être présent, être performant, être rapide, être juste, pouvoir prendre des décisions quasi immédiatement, passer de plusieurs semaines à quelques minutes, etc. C'est des choses qui ont beaucoup de sens pour nos collaborateurs qui nous rejoignent, et de savoir qu'ils vont pouvoir agir sur ces domaines-là. On sent que ça fait partie vraiment de leur driver. Et si je reviens plus largement sur l'impact et sur l'engagement de l'entreprise, finalement, enfin, sans tous les citer, mais que ce soit sur le soin qu'on apporte à notre diversité, ou au sujet d'engagement de nos collaborateurs aussi. Par exemple, on a des initiatives au niveau de BNP Paribas Cardiff, mais je vais prendre comme exemple le programme BNP Paribas plus global, dans lequel on s'inscrit complètement, le 1 Million Hours to Help, où on propose à nos collaborateurs d'investir un certain nombre de leurs heures de travail au service de causes qui leur tiennent à cœur, de l'intrapreneuriat on appelle ça le People Lab for Good, pour des projets à impact, etc., etc. En fait, que les collaborateurs se sentent intéressés par ce type d'action à titre personnel ou pas, on sent que ça reste un moteur pour eux, de savoir que leur entreprise est engagée. Et ça résonne, Marc, aussi. Je crois que tu m'expliquais effectivement que tu avais la conviction que l'assurance avait une carte à jouer, qu'effectivement l'assurance en tant qu'industrie de protection était différente des autres. Qu'est-ce que tu peux ajouter ? Oui, je pense que déjà, il y a l'assurance, c'est déjà un domaine qui est très attractif pour les profils data, parce que c'est un domaine qui a toujours travaillé la donnée. C'est-à-dire qu'un data scientist, quand il arrive dans une compagnie d'assurance, il va rencontrer des data analystes à peu près partout. Donc ça, c'est déjà important, parce que entre je suis chez Peugeot, je suis chez un assureur ou un banquier, il y en a un où en fait la donnée elle est dans le cœur du réacteur. Par l'inversion du cycle de production, on a besoin en fait de bien connaître nos risques, et ça passe par la donnée. Donc, déjà, ils vont être dans un écosystème où ils vont être utiles et ils vont être stratégiques. Ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense que le deuxième point, c'est que l'assurance, il y a un objectif social derrière l'assurance. Alors, si on revient au tout début, l'assurance, c'est quoi? C'est mutualiser les risques, c'est-à-dire que seul, moi, je ne peux pas en fait faire face à un risque, mais à plusieurs, j'y arrive. Bon. Et c'est pour ça qu'on utilise la donnée, parce qu'en fait, derrière, il faut proposer le bon prix pour avoir la bonne couverture et la bonne solvabilité quand même derrière. Hein. Le business en fait d'une compagnie d'assurance, c'est quand même ça. Et le monde, il est de plus en plus complexe, il est de plus en plus dangereux, il y a de plus en plus de risques qui sont dits systémiques, les risques climatiques qui s'appliquent maintenant sur énormément de gens. Donc, c'est de plus en plus important d'avoir une bonne couverture, et c'est de plus en plus difficile en fait de proposer une bonne couverture. Et c'est là où le data scientist ou les profils tech d'une manière générale, en fait, ils vont aider les compagnies d'assurance à pouvoir toujours apporter leur mission. Donc, derrière, on n'est pas juste en train de construire un algo d'IA pour rendre un véhicule autonome. Non, on est en train de construire un algo d'IA pour travailler sur des objectifs RSE, sur des objectifs de couverture de risques climatiques. On est en train de construire des algos d'IA pour simplifier le parcours d'assurance, pour rendre ces sujets en fait de plus en plus accessibles pour nos métiers. Donc, il y a une double carte à jouer à ce niveau-là, c'est vous serez stratégique, et en plus, il y a une mission. Et nous, il y a un troisième élément qu'on a rajouté pour être de plus en plus attractif, c'est qu'il faut aussi un écosystème. Il faut quand même aujourd'hui, un data scientist, souvent, s'il ne peut pas mettre en production facilement, il s'embête. Et s'il s'embête, il s'en va. Donc nous, ce qu'on a
une des convictions qu'on avait depuis assez longtemps, c'est qu'on allait scaler par la tech, c'est-à-dire qu'on a standardisé notre approche. Je ne sais plus si c'est Émeric ou Sébastien je crois que c'est Sébastien qui en parlait, entre le data scientist et le développement d'un modèle de data science et le développement d'un software, c'est les mêmes pratiques derrière. Donc en fait, nos data scientists, on leur a mis un framework qui fait que lorsqu'ils construisent, ils sont autonomes du début jusqu'à la fin. Ils vont pouvoir rapidement cliquer sur un bouton et pouvoir déployer une API. Alors, avec plein de contrôles, etc., mais on a tout automatisé en travaillant avec les architectes, le RSSI, la DSI, etc. Donc, c'est extrêmement appréciable pour nos data scientists et c'est pour ça qu'on a un taux de turnover qui est très faible chez nous, parce que le data scientist, d'une certaine façon, il peut s'amuser, en fait. C'est concret ce qu'il va faire. Rapidement, en 2-3 mois, il apporte de la valeur. Et ça, ça leur plaît terriblement, en fait. Super intéressant. On arrive au bout, mais peut-être pour entendre Émeric, tu disais que tu n'es pas un pur produit de l'assurance. Voilà, toi, qu'est-ce qui excite tes équipes? Tu m'avais parlé aussi de simplification. C'est ça qui te tenait à cœur? Ouais, en fait, je vais faire le lien avec ce qu'ont dit Marc et Sandrine. En fait, il y a quelque chose que moi je trouve terriblement fort aujourd'hui dans ce qu'il est possible de faire dans l'assurance, c'est qu'on est véritablement en train tous les acteurs de l'assurance sont en train de façonner un petit peu ce que va être la technologie dans cette industrie. Et le fait de pouvoir apporter des idées, en fait, il y a énormément de choses à créer. Et je pense que pour des profils techniques, en particulier dans le développement et dans la data, avoir la possibilité de se créer des espaces en fait où on peut apporter des idées, que ce soit qu'on ait un profil d'assurance ou non, on voit un petit peu les problèmes, on a la possibilité d'apporter des idées qui sortent parfois du cadre et qu'on a la possibilité de mettre en application. Chez Plus Simple, c'est un petit peu différent du process dont parlait Marc avant, c'est que nous, la société s'est construite en tant que boîte technique qui fait de l'assurance et pas vraiment l'inverse. Et donc, on a moins eu de mal à mettre en place les process qui permettaient de mettre en production parce que c'est des choses qui étaient là en fait dès le début, sur lesquelles on s'est construite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir apporter ces idées, de pouvoir les tester rapidement, vraiment l'idée que les gens ne s'ennuient pas et se créent de l'espace pour apporter leurs propres idées, pour moi, c'est quelque chose qui était super important. Il y a une autre chose aussi qui, pour moi, me paraît assez important quand on parle d'exciter un petit peu les équipes techniques, c'est aujourd'hui, pour moi, que ce soit des profils vraiment data pure ou des profils techniques purs dans le développement ou dans le DevOps, notamment, moi, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. On a la possibilité, en construisant tous ces outils, de monter en expérience, de monter en compétences, et pour reprendre un peu ce qui se disait au niveau de la formation, on a la possibilité de prendre de l'expérience et d'avoir des rôles assez importants en termes en termes techniques et d'expertise, sans forcément tomber dans le management. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est assez important pour des profils techniques. C'est des profils qui souhaitent résoudre des problèmes et qui souhaitent avoir des perspectives de carrière dans la technique et pas forcément dans le management. Et ça, je pense que c'est aussi un des challenges dans les métiers de l'assurance. C'est quelque chose qui s'applique pour moi plus d'ailleurs que le domaine de l'assurance. Mais aujourd'hui, quelque chose qui permet de retenir des profils techniques, c'est leur proposer des problèmes, leur donner l'espace pour y résoudre et leur permettre de faire des tests, de rester dans le concret, comme disait Marc, et de leur permettre de progresser techniquement sur des technologies qui sont sympas, quoi. Merci Émeric. Alors, on arrive malheureusement au bout de la table ronde. J'avais envie d'ajouter un tout petit point à ce que dit Émeric. Finalement, les talents appellent les talents. C'est-à-dire que ça vaut la peine d'investir sur des premiers talents pour ensuite faire venir des talents. Et si en plus, on a le setup technologique qui fait qu'ils peuvent vraiment s'amuser et mettre en prod leurs idées, alors là, c'est banco. Voilà, merci beaucoup de vos témoignages. Je pense que vous avez réussi à faire passer votre passion. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, les canaux de recrutement, les mécanismes de rétention. Mais en tout cas, je suis sûr que si des personnes veulent postuler chez vous, maintenant, les contacts sont faits. Merci encore à tous les quatre. Et puis, Nathalie, je te repasse le micro pour la suite. Merci Christophe. C'est moi qui vais prendre le relais. C'était passionnant et on a senti petit à petit monter l'excitation. Donc, on a parfaitement préparé la prochaine table ronde avec Dominique.
Dominique Collot, qui est directrice marketing et communication de Suravenir, et qui va nous accueillir nos grands témoins, qui sont des gens qui ont fait les grands sauts de carrière, et qui vont nous parler de tout ça. Merci Eric. Oui, alors j'ai le plaisir d'animer cette dernière table ronde du webinaire. La table ronde qui va présenter les grands témoins sur le thème donc, des entreprises tech, mais pas seulement, on verra, aux entreprises du marché de l'assurance et vice-versa. Donc, on va s'intéresser aux bonnes passerelles et j'avais envie d'ajouter au boulevard, carrément, hein, qu'on a devant nous. Quand j'entends que chez AXA, on a recruté 1200 profils tech l'année dernière, que chez BNP Paribas, on a beaucoup d'intérêt pour les profils tech, je pense que vous avez vraiment de l'avenir. Alors, je vais commencer par présenter les 3 intervenants de cette table ronde. Donc, je vais commencer par Quentin Coleman, CEO et cofondateur de Cover. Alors, je ne vois pas son image, mais j'ai vu sa vignette tout à l'heure. Bonjour Dominique. Bonjour Quentin et merci de participer à cette table ronde. Caroline Hirtzberger, Global Chief Marketing Officer chez Alliance Trade. Bonjour Caroline. Bonjour. Et enfin, Paul-Henri Chabrol, qui est Chief Product and Technology Officer chez Zelros. Bonjour Paul-Henri. Bonjour à tous. Alors, j'ai volontairement fait une bio extrêmement courte parce que ma première question, justement, va être de s'intéresser à votre parcours, à votre profil, à votre entreprise. Donc, on peut commencer par vous, Paul-Henri, puisque je vous ai juste à l'écran. Quelle est votre entreprise? Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Et surtout, quel est votre parcours? Puisque c'est ça qui nous intéresse ce soir. Bien sûr. Alors, moi, je travaille donc chez Zelros. Donc, Zelros, nous, on est un éditeur de logiciels qui a été fondé en 2016. Et notre particularité, c'est d'être très spécialisé dans l'assurance. Notre plateforme vise à être le moteur de recommandation de l'assurance. Et aujourd'hui, on est déployé auprès d'une vingtaine de clients, dont on a la chance d'avoir certains dans la salle, dans la conférence. Donc, moi, mon parcours, je suis ingénieur de formation. J'ai fait 3 ans de conseil dans une société technologique puisque j'étais chez IBM. Et après, du coup, j'ai fait le pas côté assurance puisque j'ai rejoint AXA. J'ai eu divers rôles, tant très techniques, soit plus en gestion de projet, soit en transformation digitale. Et après, j'ai refait le pas inverse quelque part puisque je suis retourné en société technologique il y a un peu plus de 3 ans où j'ai rejoint Christophe et les équipes de Zelros. Voilà, j'ai fait les pas vers les sociétés d'assurance et pour revenir vers des sociétés technologiques, toujours en assurance. Pour illustrer le vice-versa de la thématique. Merci Paul-Henri. Caroline, peut-être le même exercice de présenter Alliance Trade et puis votre parcours. Oui, alors Alliance Trade, c'est donc anciennement connu sous le nom Delair Hermès. C'est une entité qui est purement B2B, qui appartient au groupe d'assurance Alliance et qui est spécialiste, entre autres, de l'assurance crédit aux entreprises. Donc, on est à peu près 6000 présents dans une quarantaine de pays. Donc, moi, je suis dans le groupe depuis un peu plus de 4 ans. J'ai en charge la marque, le management des produits et services, le marketing digital et l'expérience client. Et auparavant, j'ai occupé des fonctions liées au marketing de marque, au digital, à la fois en local et à l'international, chez un autre assureur, Hiscox, pendant 5 ans. Et avant cela, dans 2 grosses entreprises de la grande consommation pendant une dizaine d'années, donc Henkel et Kellogg's. D'accord. Merci Caroline. Quentin, CEO de Cover. Je veux bien le même exercice. Voilà, donc bonjour à tous. Donc c'est Quentin Coleman et pas Coleman. D'autant plus que nous sommes en France, donc on va le faire à la française, mais pas de souci. Donc moi je suis CEO de Cover. Cover, c'est une insurtech basée à Bruxelles qui aujourd'hui emploie environ 100 personnes.
On a été créé en 2016 et le modèle de base, c'était un peu d'être le Stripe de l'assurance. Donc, on s'est inspiré de ce qui se passait dans les paiements, solutions de paiement en ligne et de créer toute cette couche technologique pour permettre en fait à n'importe quel business pan-européen d'amener dans leur proposition de valeur ce qu'on appelle de l'assurance embarquée. Et petit à petit, on a légèrement pivoté vers le concept d'orchestration d'assurance embarquée, où Cover a 3 piliers, la partie technologique, la partie opérationnelle, gestion sinistre et TPA, et ainsi que la partie juridique et assurance. Et on est vraiment orchestrateur dans l'écosystème, soit on travaille pour des compagnies d'assurance, soit pour des grands courtiers, soit directement pour des distributeurs, à les aider finalement à intégrer de l'assurance dans leur proposition de valeur, hein, soit en intégration embedded B2B, comme on dit, ou en distribution B2B2C. Et on va vraiment gérer tant la couche technologique que opérationnelle, que assurance et ainsi de suite. Alors, sur mon background, en fait, avant cela, j'ai fait 8 ans chez Allianz. Allianz Benelux. Il y a un de mes grands amis qui dit qu'une carrière est faite en fait de 5 carrières de 8 ans. Donc, j'ai fait une carrière de 8 ans chez Allianz. J'ai fait une carrière pour l'instant de 7 ans chez Cover. Donc, apparemment, dans un an, je vais sans doute être mis dehors par mes actionnaires. Et puis, de formation, en fait, je suis Polytech, donc beaucoup plus orienté tech, mais avec un master en finance et en MBA aussi. Et donc, je suis passé de l'assurance vers le monde de la tech. Très bien, merci. Merci Quentin. Alors, ma première question, ce qui m'intéresse, c'est avec votre profil tech ou votre profil marketing digital pour Caroline, qu'est-ce qui a été l'effet déclencheur en fait, qui vous a amené à rejoindre le marché de l'assurance, parce qu'on a vu lors de la première table ronde que l'assurance avait, ce que j'entendais, un déficit d'image, donc a priori pas très très attrayante. Donc qu'est-ce qui vous a attiré, Caroline, on va commencer par vous. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce marché de l'assurance pour venir y travailler? Alors moi, clairement, après 10 années passées dans la grande consommation à l'époque, ce qui m'a amené à rejoindre le marché de l'assurance, c'est d'abord la conviction qu'il y avait énormément à faire et à professionnaliser dans le milieu du marketing en assurance B2B. C'est aussi la capacité en fait à vraiment impacter au niveau marketing, à faire changer les choses. Toujours dans ce domaine, B2B est moins mature en fait que le B2C. Et puis plus largement, le fait de se dire que l'assurance B2B, quelque part, ça peut aussi sauver des entreprises en cas de sinistre, en cas de défaillance. Et donc, voilà, une dimension aussi un peu moins futile peut-être que les céréales, qui était le business dans lequel j'étais juste avant de rentrer chez Scott. Le sens, en fait. On en parlait dans la table ronde précédente, le sens, l'engagement. OK, puisque la data. Très bien, merci. Paul-Henri, peut-être votre réaction? Non, moi je rejoins tout à fait Caroline. Moi, ce qui m'a fait rejoindre l'assurance, c'était l'opportunité de transformation. J'ai rejoint AXA qui lançait une nouvelle business unit qui était basée en Irlande. Donc il y avait un côté entrepreneurial, intrapreneurial d'une certaine mesure, et une volonté de transformer une industrie qui en avait, à mon sens, bien besoin, qui en a toujours besoin. Et après, ce qui m'a fait y rester, peut-être, c'est également la conviction que l'assurance est une industrie unique, puisqu'il y a un alignement d'intérêts que je juge assez unique entre l'intérêt des assurés d'être en bonne santé, d'être bien protégés, l'intérêt financier des assureurs d'avoir des bons risques et d'avoir un business sustainable, et l'intérêt des sociétés au sens plus large, puisque des assurés, des citoyens en bonne santé et bien couverts sont sociétés qui progressent quelque part. Et donc voilà, c'est cette conviction profonde, hein, quelque part, que l'assurance est une industrie assez unique qui a encore beaucoup d'enjeux de transformation, quoi. Très bien, merci. Quentin, je crois que vous avez une anecdote à nous raconter qui a été l'effet déclencheur pour venir travailler dans le domaine de l'assurance. Oui, alors moi, en fait, j'aurais bien voulu avoir une très belle histoire, mais je suis tombé dans l'assurance par accident, comme beaucoup d'autres personnes quand même, je pense. Donc, quand j'étais plus petit, j'avais fait une course à pied, et à la fin de la course à pied, j'ai reçu un PINS AGF. Et 20 ans plus tard, ou
15 ans plus tard, quand j'ai dû réfléchir à une profession, j'ai postulé dans pas mal d'entreprises et je me suis souvenu de ce fameux PINT AGF. Et j'avais postulé que chez des consultants ou des investment banking à Londres. Et finalement, le projet AGF m'avait intéressé. Donc, comme quoi, ce genre de petit gadget peut fonctionner pour attirer des talents même 15 ans plus tard. Et puis, la question, c'est qu'est-ce qui me fait rester, évidemment, dans le domaine de l'assurance. Et là, je vais rejoindre Paul-Henri et Caroline. On a vraiment, chez Cover, cette vision de créer une sorte de global safety net. Hein. Donc, moi, un monde idéal, c'est un monde où on ne doit plus acheter de l'assurance. C'est en fait une sorte de sécurité sociale sous stéroïdes qui fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans la vie, on soit couvert, on soit protégé. Et on est vraiment animé par cette volonté d'amener de l'assurance dans toutes nos interactions, dans tous les business models, via toutes les marques, telles qu'on ne doit plus consommer de l'assurance, mais on soit bénéficiaire quoi qu'il nous arrive. Merci. Alors, ça, c'est vraiment le bon goodies qui a été valorisé, puisqu'il y en a de moins en moins, et d'ailleurs à la bonne heure. Mais c'était vraiment un goodies utile. Merci, merci Quentin. Alors, on va s'intéresser désormais un peu plus à votre profil tech. Paul-Henri, on voit que les profils tech, ils sont appréciés de l'assurance. Quelles sont les compétences, précisément, en rentrant un peu dans le vif du sujet, quelles sont les compétences d'un profil tech qui sont transférables directement au domaine de l'assurance, de votre point de vue? Je pense qu'il y a quelques éléments. Le premier, c'est l'agilité. Je pense que c'est vraiment le moteur aujourd'hui de l'innovation, c'est le moteur de la transformation, c'est de pouvoir itérer rapidement, de pouvoir être agile sur et les nouvelles propositions de valeur et les technologies qui les supportent. Donc, je pense que cette agilité a été beaucoup inspirée des modes de gestion de projet informatique, des modes de gestion de projet technologique, et c'est vraiment quelque chose qui infuse maintenant dans beaucoup d'organisations. On voit chez Zelros, on voit beaucoup de nos clients qui se sont restructurés en adoptant maintenant des organisations agiles inspirées de sociétés technologiques. On parle parmi ceux d'entre vous qui sont chez les assureurs, beaucoup de sociétés qui sont organisées en guildes, en squad, en feature team, etc., qui sont directement inspirées des modes d'organisation de sociétés technologiques dans un but d'amener de l'agilité et de la valeur, de l'innovation fréquente auprès des clients. Donc ça, je pense, c'est vraiment cette agilité. Puis la deuxième dimension, je pense que c'est la capacité d'innovation. L'assurance par structure est un business qui est conservateur, qui a une aversion au risque évidemment calculée, je dirais, puis c'est même son cœur de business. Un profil tech étant exposé à des innovations constantes et des changements constants de technologie va apporter cette ouverture sur de nouveaux usages, sur des nouvelles propositions de valeur qui peuvent être construites sur la technologie, et du coup un peu secouer le cocotier des assureurs, si vous me permettez la familiarité de l'expression, pour amener un peu d'innovation et un rythme un peu plus poussé. Ok, merci. Un peu le même genre de question, Quentin. Qu'est-ce que finalement on apporte de plus à une entreprise d'assurance quand on vient de la tech? En fait, ce qui est très intéressant quand on a une boîte tech, c'est que par définition, on travaille sans frontières. En fait, quand vous créez une solution technologique, vous la créez pour l'ensemble du monde, en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'historiquement, une compagnie d'assurance, pour couvrir, par exemple, 32 pays de l'espace économique européen, enfin 31 depuis le Brexit, les compagnies d'assurance ont créé 31 usines d'assurance localisées dans chaque pays, régionalisées. Et en fait, quand on regarde l'évolution digitale et la demande des marques qui proposent des nouvelles propositions de valeur pan-européennes ou multi-pays, hein, je pense par exemple aux fintech comme les néobanques Revolut, ce sont des néobanques qui de facto sont multi-pays. Quand je pense même aux voitures électriques importées de Chine, on travaille avec NIO par exemple, ils voient l'Europe comme un marché, un pays, et que vous parliez de motors, de fintech, de proptech ou de tous ces nouveaux écosystèmes, eux, quand ils recherchent de l'assurance, ils recherchent de l'assurance à l'échelle pan-européenne. Et fondamentalement, en venant d'un monde tech, on n'a pas de frontières. On crée une solution tech qui est multi-pays. Et quand on parle finalement avec des assureurs beaucoup plus classiques de cette solution pan-européenne que Cover a amenée sur le marché, peu de gens nous croient. Les gens ont du mal finalement à nous croire et en disant non, mais c'est pas possible, parce qu'on se met en fait des freins et des blocages naturellement. Et je pense que pour moi, c'est la plus grande partie de l'esprit tech, c'est finalement aller plus loin que les frontières établies et surtout avoir une vision qui ne se limite pas à nos contrées habituelles. D'accord, merci Quentin. Et
Caroline, peut-être quand on vient d'un domaine autre que la tech, quand on intègre le domaine de l'assurance, qu'est-ce qu'on apporte en plus? Est-ce que c'est facile déjà d'intégrer le domaine de l'assurance quand on vient d'un autre domaine? Alors, je pense que bien sûr, ça dépend de là où on vient. Enfin, moi, je sais que j'ai eu l'impression d'apporter, en venant du milieu de la grande consommation, une approche stratégique, des méthodes marketing, de ce qu'on appelait avant les lessiviers, en fait. Et donc, j'ai pu mettre en place et me sentir à l'aise dans le fait d'implémenter des plans marketing, des études, des suivis de lancement, des procédures de budgétisation. Et puis, je pense qu'on apporte aussi tout son bagage. Donc, on apporte des expériences concrètes, parfois des cas d'activation qu'on a testés, qui donnent des idées nouvelles et puis qu'on peut transposer dans sa nouvelle vie, dans son nouvel environnement, en fait. Alors, est-ce qu'on peut dire finalement que les mentalités changent, qu'on ne se recrute plus entre nous avec le même profil, mais on est un domaine un peu plus ouvert qu'avant? Moi, personnellement, je trouve, c'est vrai que j'ai vu une vraie différence. Quand il y a une dizaine d'années, j'ai souhaité changer d'environnement, passer de la grande conso à autre chose. Je me suis heurtée à pas mal d'écueils auprès des cabinets de chasse, alors que il y a 5 ans, avant de rentrer chez Allianz, on m'accueillait les bras ouverts d'avoir su bifurquer, pivoter. Donc finalement, tout ce bagage qu'on engrange, toutes ces différentes problématiques qu'on rencontre, ça devient une vraie richesse en fait, et ça fait partie de notre propre proposition de valeur en fait. Okay. On va continuer ensemble, Caroline, et on va revenir sur le profil tech. Est-ce que finalement, est-ce qu'on peut dire qu'une entreprise d'assurance aujourd'hui, c'est une entreprise tech? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Alors pour moi, oui, bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, la brique tech, en fait, c'est vraiment ce qui permet aux compagnies d'assurance de se différencier et d'accélérer. Aujourd'hui, je le vois au prisme d'Allianz Trade. Les projets tech, c'est des vrais projets d'ampleur, c'est des projets de transformation qui sont massifs au sein de l'entreprise. Ça peut être de la refonte d'espace client, de la mise en place de master data platform pour unifier tous les assets et toutes les données de l'entreprise. Et en fait, c'est tellement clé, c'est tellement un socle de base que je pense que ça implique aussi que les gens qui font le business, donc les commerciaux, le marketing, en comprennent aussi la complexité et un minimum en fait de compréhension technique. Sinon, clairement, on voit bien qu'il y a un peu un choc des cultures en fait. Quentin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Les compagnies d'assurance sont des entreprises tech. Votre point de vue sur cette affirmation? Écoutez, comme il y a beaucoup d'assureurs autour de la table, je n'oserais pas évidemment dire complètement que je ne suis pas tout à fait complètement d'accord. En fait, je fais une distinction plutôt, est-ce qu'on est tech only, tech first ou insurance first? Et clairement, les compagnies d'assurance restent insurance first. Leur corps de métier reste la technique d'assurance, le résultat technique, la gestion du risque. Et donc, au lieu de parler, par exemple, d'insurtech, on parlerait plutôt de tech for insurance, tech for fin pour fintech au lieu de fintech. Et donc c'est ça qui, pour moi, je trouve très différent. Aujourd'hui, toutes les entreprises ont besoin d'une couche tech. Toutes les entreprises ont besoin d'attirer des profils tech. On ne parle plus de real estate, on parle de prop tech. Nous, au début, quand on travaillait avec l'acteur de vélo électrique Cowboy, il ne disait pas qu'il vendait des vélos électriques, il disait qu'il vendait un software qui a 2 roues. Et donc, on peut évidemment pousser tous nos business models d'un point de vue extrême autour de la tech. Je pense que non, une compagnie d'assurance, ce n'est pas une entreprise tech, mais elle est insurance first avec une couche de tech qui est de plus en plus importante et pas tech first comme le sont beaucoup d'insurtech ou d'autres business models. Mais voilà, c'est un plutôt. Voilà, on est dans la nuance, on va dire. Paul-Henri, peut-être pour on ajouter. peut évoquer le sujet, oui, peut-être oui, du peut-être développement de liens. Oui, tout à fait. Pour réagir aussi sur ce sujet, c'est sûr que tous les néo-assureurs aujourd'hui, tous les néo-courtiers se définissent comme des entreprises technologiques qui font de l'assurance
voilà, parce que la façon dont plus simple a été présentée jusque précédemment, Wacom également. Je pense que beaucoup de néo-assureurs ou d'assureurs qui se sont transformés se définissent maintenant primairement comme des sociétés technologiques qui font de l'assurance. Nous, ce qu'on voit chez Zelro, c'est que clairement, les assureurs traditionnels restent des assureurs. Il y a une grande montée en maturité, je trouve, des équipes technologiques de nos clients aujourd'hui chez Zelros. C'est-à-dire qu'on parle maintenant progressivement le même langage, ce qui n'était pas le cas, je pense, il y a quelques années, du fait de politiques de recrutement ambitieuses. Cependant, je pense que voilà, les sociétés d'assurance, comme le disait comme on le disait précédemment, effectivement, sont encore principalement des sociétés d'assurance, c'est leur cœur de métier. Peu ont fait cette transformation qui est de faire de leur plateforme technologique le cœur de leur proposition de valeur. Et c'est là où je pense qu'effectivement, voilà, des éditeurs très spécialisés comme Zelro, si je revois un peu ma paroisse, effectivement, sont des vecteurs de transformation assez radicaux en fait, de ces sociétés. C'est en faisant des partenariats ambitieux comme ceux qu'on a pu faire avec certains clients que cette collaboration société technologique et société d'assurance, quelque part, accélère cette transformation. Nous, c'est vraiment notre stratégie chez Zelros, d'être en partenariat avec nos clients assureurs pour les aider à accélérer vers un peu une révolution technologique qui est de mettre de leur plateforme technologique au cœur de leur proposition de valeur, quoi. Alors, tout ça, le développement de la tech, c'est aussi porté par les attentes des clients, l'appétence des clients en matière de digital et de technologie. Donc, on le remarque chez le client, on va dire B2C. Est-ce qu'on le remarque aussi chez le client B2B, Caroline? Peut-être une question pour vous. Cette même appétence pour le digital. Oui, chez nous, c'est particulièrement le cas quand on s'adresse aux professionnels comme les TPE ou les petites PME. Pour lesquels on se rend très vite compte que la frontière entre le personnel et le pro en fait est très fine. Et c'est vrai qu'ils s'attendent à trouver le même type d'expérience digitale quand ils vont naviguer sur des sites pour un motif personnel que professionnel. Et donc, ils ont envie d'avoir un module de chat, un chatbot, être capable de prendre un rendez-vous en ligne ou de faire un devis en 3 clics. Donc, clairement, sur certains types de cibles, oui, il y a une vraie appétence pour le digital. Nous, c'est quelque chose aussi qu'on mesure. Chez Allianz Trade, en tout cas au marketing, on s'objective sur le business qu'on amène en fait avec des leviers marketing. Et aujourd'hui, 50% de la contribution du marketing se fait par le biais d'un canal digital. Donc, que ce soit du SIA, du SEO, des bannières, du social media, qui vont être amenés en fait sur nos sites web et qui ensuite vont donner lieu à de la prise de rendez-vous et à du contact en fait auprès de nos équipes de vente. Merci beaucoup. Donc, on a atteint le terme de cette table ronde. Merci beaucoup aux grands témoins, on va dire aux talents même, qui ont rejoint le domaine de l'assurance. Merci Quentin, merci Caroline et merci Paul-Henri. Je repasse la parole peut-être à Nathalie ou à Eric. C'est encore Eric. Merci Dominique pour cette animation et merci à tous les trois et bravo pour vos parcours que j'ai la chance de connaître en plus pour un certain nombre d'entre vous et je suis particulièrement admiratif de ce que vous avez fait. Donc, merci pour ces témoignages. Il est temps de passer à la conclusion et on va accueillir Laurent Blivet et Jérémy Batillot pour nous accompagner pour cette conclusion. Je vous présente tous les deux. D'abord, Laurent, toi, tu es chasseur de tête chez Spencer Stuart. Tu es très connu dans l'industrie de l'assurance et que c'est une industrie que tu connais mieux que quiconque. Tu vas nous livrer un peu ta vision du secteur, ce qui est en train de se passer, les tendances récentes, ce que tu as constaté sur l'attractivité en fait, du secteur pour les profils tech. Et puis, on a aussi Jérémy Batillot, qui est directeur grand compte senior chez LinkedIn. Donc, Jérémy, toi, tu as accès à des données quantitatives uniques pour mieux comprendre la réalité en fait, de l'attractivité de l'assurance. On va avoir quelques surprises. Est-ce que finalement l'industrie de l'assurance attire plus de talents qu'elle n'en perd? Tu vas pouvoir nous dévoiler tout ça et partager les constats que tu fais. On commence avec toi, Jérémy. Donc, tu nous as préparé gentiment quelques slides
qui permettent en fait de constater ce que sont les grands mouvements d'un point de vue quantitatif. Et puis après, Laurent rebondira sur ces constats plus qualitatifs. Jérémy, je te laisse la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup Eric pour l'introduction et pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, moi je suis un peu moins un expert de l'assurance que vous tous aujourd'hui. Par contre, comme le disait Eric, j'ai accès à une source de données assez utile pour savoir si effectivement l'assurance est un nouvel Eldorado pour les profils de la tech ou pas. Et j'ai directement utilisé l'un de nos outils qui existent aujourd'hui et qui permettent effectivement de mieux comprendre les dynamiques du marché. C'est un outil qui est accessible à toutes les entreprises. En termes d'introduction, vous savez, aujourd'hui, LinkedIn, c'est plus de 900 millions de membres partout dans le monde, avec une croissance très forte. Et encore continue. On espère d'ici la fin de l'année dépasser le milliard d'utilisateurs. Et en France, c'est environ 26 millions de professionnels sur une population active d'un peu plus de 30-31 millions de personnes. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui une assez forte représentativité de l'ensemble du monde professionnel aujourd'hui. Et ce que je voulais faire, et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment l'analyse du secteur de l'assurance, d'une part, et du secteur et de la tech dans l'assurance ensuite. Très rapidement, l'outil dont je parle, c'est un outil qui permet d'accéder à la donnée de LinkedIn en temps réel, en extrayant différents types de rapports, que ce soit des rapports sur des viviers de talents qui vont nous intéresser. J'ai envie de savoir comment se porte le vivier des data scientists en Europe dans le secteur de l'assurance. Je vais pouvoir extraire un rapport. Deuxième type de rapport, je vais pouvoir me renseigner sur mes compétiteurs, les entreprises qui font référence dans l'industrie et savoir quelles sont les informations agrégées à un niveau macro sur leurs talents. Et ensuite, pour chaque entreprise, quelles sont les données dont dispose LinkedIn sur ma propre entreprise. Et en croisant, en utilisant l'ensemble de ces données-là, on peut arriver à un certain nombre de conclusions hyper intéressantes, dont certaines que je vais vous partager aujourd'hui. Typiquement, ce que j'ai commencé à faire, c'est d'analyser le marché des talents dans l'assurance en Europe et en France. On identifie aujourd'hui plus de 1 500 000 talents qui travaillent dans le secteur de l'assurance en Europe, dont 300 000 en France. Et c'est une population qui est effectivement en croissance au cours des 12 derniers mois. On a également des informations sur la répartition hommes-femmes. On a des informations sur le nombre de talents parmi ce vivier qui ont changé de poste au cours des 12 derniers mois. On a des informations sur le nombre d'offres d'emploi qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont ouvertes sur LinkedIn directement. Et on voit que l'assurance est un secteur qui recrute de façon importante. On a des informations sur la durée de tenue de poste moyenne. Et enfin, il y en a une information qui est très importante sur la demande. La demande des entreprises pour les talents qui travaillent dans l'assurance. On a un indicateur de 1 à 4 et on voit que l'assurance d'une façon générale, les talents de l'assurance d'une façon générale, ont un niveau très élevé de demande. J'ai regardé ensuite quelles sont les entreprises qui sont les plus représentées dans l'industrie. Vous ne serez pas surpris de retrouver AXA, Generali, Zurich, Assurance, parmi les talents parmi les entreprises qui sont les plus représentées en Europe, en incluant leurs filiales. Et vous voyez également la progression de leurs talents sur les 12 derniers mois. Je vous ai également mis pour information les entreprises de l'assurance les plus représentées en France en matière de talents. Et ensuite, on commence à rentrer dans l'analyse justement de ce qu'on appelle chez nous les flux de talents. Et on se rend compte qu'on est, toute industrie confondue, en très forte compétition les uns avec les autres. Mais quand on regarde les chiffres, on se rend compte que dans cette compétition, finalement, le secteur de l'assurance s'en sort plutôt pas mal, voire réussit à tirer son épingle du jeu. Je vous ai mis les principaux secteurs avec lesquels l'assurance échangeait globalement des talents, quel que soit le niveau de compétence, mais entre industries. Et là, vous voyez que finalement, les ratios restent plutôt positifs pour l'assurance versus ces autres secteurs. Ça veut dire que pour ces différents secteurs, l'assurance réussit à attirer plus de talents qu'elle n'en perd. Et donc, pour aller plus loin et pour parler du sujet qui vous intéresse aujourd'hui, j'ai fait la même analyse sur les profils tech en particulier. Et donc là, effectivement, on a un vivier qui se resserre. Hein. On passe à 85 000 talents en Europe, plus de 13 000 en France. C'est des talents qui vraiment travaillent dans la fonction IT.
Idem, vous retrouvez le même type d'indicateur sur la répartition homme-femme, qui est un peu plus déséquilibré, mais on s'y attendait. Le nombre d'offres d'emploi, la durée de tenue de poste, et à nouveau, un indicateur de demande qui est lui aussi très élevé au sein de l'industrie. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de regarder quelles sont les compétences qui sont en plus forte croissance parmi les talents qui travaillent dans l'industrie, en France et en Europe. L'analyse pour l'Europe est particulièrement intéressante puisque sur les 10 compétences qui sont en plus forte croissance dans l'industrie de l'assurance, on retrouve 7 compétences IT. C'est un petit peu différent côté France, hein. On a plutôt 3 compétences IT sur 10 dans le top 10, mais ça montre qu'effectivement, ça montre deux choses, hein. Ça montre que l'assurance accélère sa transformation digitale à marche forcée, et ça montre peut-être aussi que la France a une stratégie un petit peu différente ou un retard peut-être qu'il faudra un jour rattraper. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait la même analyse de flux de talents, cette fois-ci uniquement pour la fonction IT dans l'assurance. Et là, idem, comme tout à l'heure, on se rend compte que l'assurance attire plus de profils tech qu'elle n'en perd. Et elle attire plus de profils tech issus en premier lieu des industries que vous voyez ici. Ça veut dire que si jamais il fallait répondre à la problématique du jour de est-ce que l'assurance est un Eldorado pour les secteurs de la tech, à minima, on peut confirmer qu'aujourd'hui, l'assurance attire réellement un certain nombre de profils tech et qu'elle réussit in fine à en détenir et en perdre moins que les secteurs avec lesquels elle est en concurrence sur ces mêmes talents. Et puis pour finir l'analyse, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle en particulier, ou en tout cas aux compétences liées à l'intelligence artificielle ou aux talents qui détiennent ce type de compétences. Vous en avez parlé déjà depuis le début de ce webinaire. Ça fera effectivement la différence dans les business models des entreprises et des assurances en particulier dans les années à venir. On parlait énormément de ChatGPT notamment dernièrement et la révolution que ça va engendrer dans les métiers des uns et des autres. Et donc, j'ai fait une analyse de savoir à quoi ressemble le vivier des talents qui disposent de compétences en intelligence artificielle aujourd'hui en Europe. C'est un vivier qui est en très forte croissance, plus de 30% sur les 12 derniers mois. C'est un vivier qui est extrêmement demandé sur le marché. Je vous ai mis la représentation hommes-femmes et aussi et surtout les métiers qui sont en plus forte croissance au cours des 12 derniers mois de talents et d'intitulés de poste qui détiennent effectivement cette compétence en IA. Et pour finir, je me suis aussi intéressé à d'où est-ce que venaient ces talents qui détiennent des compétences en IA et qui viennent travailler dans le monde de l'assurance. Et là, ce qui est intéressant, c'est que principalement, ces talents de la tech, ces talents en IA, viennent de 3 industries en particulier. Effectivement, la tech elle-même, l'assurance elle-même, ça veut dire qu'il y a aussi une assez forte concurrence entre acteurs de l'assurance pour s'échanger ou effectivement attirer des profils qui disposent de ces compétences. Et enfin, beaucoup de talents qui viennent du monde du conseil. Voilà en résumé l'analyse rapide que j'ai faite sur le vivier, les talents de l'assurance en France et en Europe. Génial. Merci beaucoup, Jérémy. C'est hyper complet et c'est génial d'avoir des données concrètes pour pouvoir évoquer le sujet. Donc, merci d'avoir partagé ça. Quant à toi, Laurent, d'une manière peut-être plus qualitative, c'est ton métier au quotidien que d'aller chasser les talents. Quels sont les grands constats que tu peux partager avec nous? Bah écoute, je vais pas redire ce qui a été dit, à mon avis, fort justement, sous plein d'angles dans la dernière heure et demie. Peut-être quelques faits qui, moi, m'ont marqué. Ça fait 12 ans que je fais ce métier avec un gros focus dans l'assurance. Premier constat, on partait de loin quand même. Quand j'ai commencé, il y a peu d'innovation de produits, des canaux de distribution qui sont assez conservateurs, et puis une culture tant que ça marche, on ne change rien. Ça a beaucoup bougé dans les 10-15 dernières années avec des nouveaux acteurs, avec des changements réglementaires, avec des attentes consommateurs
qui ont évolué. Et du coup, je suis droit dans mes bottes, pas parce que je pontifie devant un cénacle d'assureurs, mais pour dire qu'il y a une vraie dynamique d'innovation dans le secteur de l'assurance en ce moment, que ce soit d'ailleurs au niveau de la distribution des relations clients, au niveau des services aux clients, l'indemnisation, des choses qu'on voit un peu moins, ou au cœur même du business sur l'actuariat, le marketing, la tarification. Et ça, c'est porté par des assureurs, des courtiers, et puis toute la chaîne de valeur qui foisonne autour d'eux. Et du coup, oui, il y a clairement une énorme demande de profil tech dans l'assurance au niveau expert et aussi au niveau qui a été mentionné tout à l'heure de managers ou de cadres dirigeants qui ont cette expérience de piloter des projets tech, de comprendre les attentes de ces populations. Et ça, c'est en très forte demande. Alors, si tu me permets juste de rebondir là-dessus, parce qu'on a une question qui nous a été posée. Quelqu'un qui nous dit un CEO d'InsurTech a récemment confié avoir fait passer 38 entretiens avant de trouver son CTO. Ce chiffre t'étonne-t-il? Est-ce qu'il te paraît élevé par rapport à ce que tu vis au quotidien? Est-ce que tu peux illustrer la tension avec des exemples concrets? Ouais, alors après 38 entretiens, il est particulièrement diligent mais oui, c'est-à-dire que en fait, les profils un peu seniors sont super rares et super courtisés, et il y a un certain nombre d'acteurs qui se différencient par leur plateforme technologique. Donc, avoir le bon CTO, c'est un accélérateur de création de valeur qui est fondamental. Après, donc il faut tous les acteurs de la chaîne de valeur s'y emploient, construire la bonne proposition de valeur pour attirer ces gens-là. Donc 38, c'est assez stakhanoviste, et ça montre un commitment sur la fonction de recrutement qui est tout à fait louable, mais clairement, quand on me demande d'aider à recruter un CTO, je vérifie qu'il y a une proposition de valeur solide derrière, et un match entre ce que la boîte peut offrir et ce qu'elle attend. Et la proposition de valeur, de façon plus générale dans l'assurance, moi je dirais qu'elle s'articule autour des changements dans les conditions de travail qui ont été faites. Beaucoup d'acteurs, alors des startups, je dirais c'est un peu natif, mais les acteurs traditionnels ont fait quand même beaucoup de choses pour transformer les conditions de travail dans l'ensemble de leur environnement et dans la partie tech plus spécifiquement. L'assurance reste une industrie riche et pour laquelle la technologie est quand même au cœur. Et du coup, il y a des moyens de faire des choses et de mener des projets intéressants. Et puis, on n'en a pas tellement parlé, mais les salaires dans l'assurance et les bénéfices sont très, très bons. Et peut-être, dernier point avant d'ouvrir un peu, dans mon expérience, les gens qui changent de secteur, qui vont dans l'assurance au sens large, sont contents et y restent. Donc, ça, c'est un message vécu et important. Alors, pour ouvrir, je pense qu'il y a quand même deux problématiques. Une problématique qui est externe, qui était mentionnée par un des participants, qui est comment faire savoir tout ça à l'extérieur du monde de l'assurance, parce qu'il reste quand même une réticence et une problématique d'image qui me paraît encore devoir être abordée. Ça, c'est le point externe. Et puis, le point interne, c'est bien d'attirer tous ces talents tech et d'avoir, je dirais, un rythme qui leur convient. Tout le challenge d'un point de vue managérial, c'est de concilier cette culture-là avec la culture plus legacy, qui est liée aussi au rythme réglementaire, au circuit de validation des produits. On joue quand même avec l'argent des gens et des risques qui sont absolument fondamentaux. Un régulateur qui est prudent. Et du coup, comment gérer cette coexistence-là, c'est un challenge aussi managérial extrêmement important que je voulais vous livrer. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Peut-être
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui se posaient pour conclure. Nathalie, est-ce que tu as vu d'autres questions passer? Pas d'autres questions dans le chat, mais on a déjà un peu débordé, donc quelque part, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, merci. La donnée a parlé et elle a confirmé la tendance. Donc, on est bon sur ce sujet et merci à tous pour vos témoignages très riches et très complémentaires. Donc, Eric, je crois qu'on donne 2 rendez-vous, hein, c'est encore mieux qu'un seul. Donc, rendez-vous le 29 juin et le 5 juillet. À chaque fois, c'est plutôt des fins d'après-midi, début de soirée. On va traiter de l'IA générative, Generative AI, et on le fait en 2 épisodes, puisqu'en fait, le premier épisode, le 29 juin, ce sera ce format webinaire, voilà, que vous connaissez bien et qui nous permet d'avoir une richesse de speakers qu'on aime beaucoup avoir. Et puis, l'épisode 2, ce sera le 5 juillet au soir, où on fera un panel, enfin, on fera, pardon, un événement networking avec certainement un keynote speaker. Donc, notez dans vos tablettes 29 juin au soir et 5 juillet au soir pour Generative AI, qui sera donc le prochain rendez-vous du club. Et un grand merci à tous les speakers de ce soir. Et Eric, j'ai plaisir à te retrouver donc le 29 juin.